Pourquoi Gojo et Sukuna sont les plus forts? Pourquoi Itadori n'a pas de territoire? Pourquoi Sukuna a raison? Pourquoi Yuta est largement inférieur à Sukuna? Et pourquoi, selon le propos du manga, il pourrait très bien finir par mourir? Avant de commencer à se poser ces questions, faut d'abord revenir en arrière dans la saison 1. À un moment qu'on a tous zappé quasiment, alors que dans le fond c'est une des scènes les plus importantes du manga. Le moment où Gojo lui dit ses 4 vérités à Megumi parce qu'il avait le seum que Yuji commence à le rattraper. Avec l'analogie que Gojo fait avec l'épisode du baseball. Analogie pas très simple à comprendre pour nous Européens vu qu'on connaît pas le sport. Mais en gros si tu veux, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que là où Itadori et Gojo étaient prêts à prendre des risques énormes d'eux-mêmes pour remporter la victoire, quitte à mettre leur équipe dans la dé en cas d'échec, Megumi lui préférait absolument minimiser les risques. Toujours jouer safe et n'hésitez pas à se sacrifier auprès du collectif. Et ça c'est symptomatique d'un gros problème de Megumi avec son état d'esprit qui freine complètement son potentiel et ses progrès à cause de ses conneries. Ça reflète chez lui un manque énorme de confiance en ses propres capacités que d'être prêt au moindre risque à se jeter à la poubelle tout seul en espérant sauver la mise. Bien entendu, Gojo il est pas con non plus. Il sait très bien que le baseball c'est un sport collectif. Donc ce genre de sacrifice n'est pas si absurde dans ce contexte. Mais c'est absolument pas le cas de l'exorcisme qui est une discipline individuelle. Une discipline individuelle dans laquelle quoi qu'il arrive tu finis toujours par mourir seul en plus. Et retiens cette phrase parce qu'on y reviendra plus tard dans la vidéo. Une fois retranscrite à l'exorcisme, sa façon de penser est littéralement suicidaire puisque chaque fois qu'il est dans la merde, il choisit de fuir. Aussi fuite est impossible de sortir Mahoraka. Enfin Makora apparemment. Et ce quitte à y passer. Comme ça même si lui il meurt, au moins la team potentiellement elle est sauvée et la mission réussie. Et là je sais tu vas me dire quoi? Tu vas me faire ah mais ça va, c'est un vaillant en vrai, il est prêt à mourir pour ses collègues et tout. Sauf que non mon frère, au contraire c'est un trou du cul lui. C'est un état d'esprit catastrophique. Parce que même si Gojo lui-même l'avouera, son potentiel n'a rien à envier à celui de Yuji, il comprend rien à la notion de donner le meilleur de soi-même pour progresser. De collègues il confond vouloir mourir pour gagner et être prêt à mourir pour gagner. Alors que ce sont deux états d'esprit complètement différents. Dans son cas, Megumi abandonne tout de suite la seconde option, être prêt à mourir pour gagner, partant du principe que contre plus fort que lui, même s'il essayait, il se ferait laver sa grammaire pour rien. Donc il préfère lancer une attaque kamikaze si ça peut lui permettre de fumer l'ennemi. Et le fait qu'il dispose toujours de Makora, si Haja, ça l'aide grave pas à sortir de cette zone de confort. Donc que ce soit clair, le frérot au moment de faire la différence, il se chie dessus. À la moindre difficulté, il préfère choisir la solution de facilité, pour ensuite faire le choquer quand il voit il avance jamais. Ce qui lui manque à Megumi, c'est de l'estime de soi, du respect pour soi-même. Parce qu'elle est là la différence entre les meilleurs exorcistes et le reste. Elle commence d'abord et surtout par l'esprit, et en particulier par son ego. Parce que c'est bien beau de penser aux autres et tout, mais si avant toute chose tu penses pas à toi-même et à toi tout seul, ton avenir il est foutu. Les gens, les collègues, ils sont sympas frérot, mais c'est pas eux qui en ont vraiment quelque chose à foutre de ce que tu pourrais bien devenir, pour le meilleur ou pour le pire. Tu peux compter que sur toi-même en fin de compte pour aller de l'avant dans la vie, parce que personne ne le fera pour toi. Et c'est en partie de ça que Gojo y parlait quand il disait qu'en fin de compte on meurt toujours tout seul. C'est là qu'elle entre en jeu l'importance de l'ego et de l'estime de soi dans Jujutsu Kaisen. La force appartient aux plus égoïstes et c'est quelque chose qu'on constate tout le temps dans ce manga. Et c'est à ça symboliquement que servent les extensions du territoire dans JJK, le pinacle de l'exorcisme. C'est un moyen pour l'histoire de valider ton amour propre et ton état d'esprit quant à ta force. Et c'est pour ça que les persos qui fondamentalement n'ont pas une estime de soi exceptionnelle comme Yuji et Nanami qui se considèrent comme des simples rouages au service du collectif, bah ils sont pas encore parvenus à atteindre l'extension du territoire. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo sur la solitude de Gojo, en m'appuyant sur ce qu'on sait de lui et la façon dont l'exorcisme fonctionne dans JJK, que les bonnes intentions de Gojo de changer le monde de l'exorcisme, défendre les faibles, etc. c'est pas forcément des mensonges, des prétextes quoi. Non, je dis pas ça. Mais plutôt que ses motivations au fond, elles sont moins importantes pour lui que de pouvoir dénicher des types qu'il pourrait potentiellement considérer comme ses égaux. Gojo et Sukuna sont quasiment aussi égoïstes l'un que l'autre, mais juste pas de la même manière. Et c'est à peu près sur ces mots que s'était terminée la version courte de cette vidéo sur TikTok. Sauf que dans les commentaires, il y a un frérot, il a lâché un truc tarpin pertinent. Ouais, mais Yuta, il est altruiste, pas égoïste. Pourtant, il est tarpin chaud. Après quoi, j'ai gambergé, j'ai fait, mais ouais, il a raison lui. Ça veut dire quoi du coup? Que je dis de la merde? Non, quand même pas. Du coup, j'ai creusé un peu plus. Et c'est ce qui me permet d'entrer dans le sujet le plus intéressant de la vidéo et même de Jujutsu Kaisen en soi. C'est le fait que dans ce manga, la puissance de chaque perso, elle est fondamentalement liée au propos de l'histoire, à ses thèmes. C'est l'un des seuls mangas de baston à ma connaissance à être dans ce cas-là, surtout de façon aussi spécifique en fait. C'est pas comme genre Dragon Ball ou MHA où la puissance sert surtout à garantir le bon déroulement du scénario. Ou Jojo dans lequel la puissance en soi, bah c'est une autre histoire mais c'est pas vraiment l'essentiel dedans tu vois. D'ailleurs quand tu regardes bien, toute l'histoire en soi elle tourne autour de ce que le manga cherche à raconter dans le fond. C'est ce qui m'a amené à me rendre compte qu'en fait le manga, il m'a l'air d'être réalisé plus ou moins de la même façon que Vinland Saga. Sujet que j'ai déjà abordé dans un autre TikTok et sur lequel je compte aussi revenir plus en profondeur sur YouTube. Mais où est le rapport avec Vinland Saga? C'est simple. Là où dans Vinland Saga, l'histoire du manga elle part spécifiquement de ce qu'elle veut raconter par l'intermédiaire de Thorfinn, les autres persos étant écrits par rapport à Thorfinn seulement, afin de pouvoir mieux guider l'histoire vers ce qu'elle est censée raconter. Dans JJK c'est la même chose mais avec Sukuna, pour qui le seul chemin possible vers la force c'est l'égoïsme absolu, et son opposé Yuta Okotsu, pour qui le seul chemin vers la force c'est l'altruisme. Et c'est là que ça devient intéressant parce que non seulement ils incarnent deux points de vue complètement opposés, mais en plus tu retrouves cette opposition idéologique tout au long du manga à travers les autres persos, qui pour la plupart des acteurs importants du manga possèdent un alter ego entre guillemets, bien qu'on n'y ait pas fait gaffe. Attends, je m'explique. Pour être plus précis dans ce manga, il y a deux camps en général, ceux qui sont égoïstes et ceux qui sont altruistes. Pour chaque personnage égoïste, il existe un perso altruiste qui lui est opposé, et inversement, comme deux faces d'une pièce. Encore plus intéressant, vu le déroulé de l'histoire jusque-là, tout porte à croire qu'en fait c'est Sukuna qui a raison finalement. Quelqu'un qui veut vraiment devenir le plus fort, il a tout intérêt à ne pas s'encombrer de chercher à défendre les autres, car non seulement en fait de compte c'est le meilleur moyen de brider ton vrai potentiel, mais en plus c'est le meilleur moyen de se mettre en danger pour absolument rien. Alors que factuellement, si ton objectif est sincèrement d'être le plus fort, alors d'un point de vue pragmatique, les autres ils servent à rien, et on en a l'exemple constamment dans ce manga. Mais c'est pas flagrant au départ parce que tout commence avec Yuta qui lui tire sa force des autres. Mais plus tu avances, plus tu constates qu'en fin de compte, les gadgets qui font que
de se démener pour les gens, et bah c'est toujours ceux qui se font niquer en fin de compte. Et dans cette saison 2, on en a eu l'exemple parfait, cruellement illustré par Nanami et son opposé Mei Mei. Parce que pendant que Nanami courait sa perte à force de se donner pour les autres, la frangine, qu'elle a vu s'être troladée, elle a fait quoi? Elle a taillé la gadji, elle est partie en courant. Pour aller où? En Malaisie. Dormir tranquillement avec son petit ref dans le plus simple appareil. La même Malaisie à laquelle le collègue y pensait avant de mourir. Hein. C'est vraiment un manga de chien, frère, c'est une dinguerie de faire ça. Comment un manga aussi malveillant a pu sortir dans le Shonen Jump, s'il te plaît? Même exemple avec Todo et Hakari, apparu juste après l'arc Shibuya, qui jouent tous les deux un rôle à peu près similaire en vrai. Sauf que là où Todo il se bat pour honorer ses collègues, tire son bonheur d'une idole et garde toujours un sens sincère de la fraternité, Hakari pendant les embrouilles de Shibuya, il était trop occupé à se prendre pour Dana White, à organiser des octogones et des côtés match dans sa cave là. Bien entendu, je te laisse deviner lequel a fini au chômage technique maintenant qu'il a perdu une main, et lequel faisait tourner son petit business tranquillement pendant ce temps. Et enfin, on peut prendre l'exemple de Itadori, dont la seule source de souffrance tout au long du manga quand tu penses, c'est la perte de ses proches qu'il se fait pourtant chier à toujours essayer de sauver. Et pas que ses proches en fait même. C'est aussi son principal problème. Il est trop occupé à penser aux autres plutôt qu'à se concentrer sur lui-même. Et là pour le coup, le point de vue de Sukuna est particulièrement pertinent, vu que comme démontré constamment dans le manga, les autres sont clairement des points morts dont il faut pas se soucier pour pouvoir un jour déployer son plein potentiel sans être gêné dans son évolution. Et c'est là que les mots de Gojo, le jour où il faisait la leçon à Megumi, prennent tout leur sens. Mais pourquoi je te raconte tout ça? T'inquiète, j'y viens. C'est pour comprendre en quoi la puissance des persos dans JJK, elle est directement liée au message qui fait l'objet de l'histoire. Le message étant que les meilleurs sont les plus égoïstes et plus précisément ceux qui ont une excellente estime de soi. Dans l'absolu par contre, le meilleur c'est celui qui représente l'extrême de cet idéal. Celui qui n'a littéralement pas la moindre attache pour quoi que ce soit d'autre que sa propre personne. Et c'est pour ça que Sukuna est le plus fort. Il incarne le point de vue du manga à son extrême. Et tous ses ennemis servent à lui opposer son point de vue. Yuta en l'occurrence incarne absolument tout ce que Sukuna n'est pas. Et d'une manière intéressante, vu que là où Sukuna tire sa force de sa volonté écrasante de se tenir au-dessus des autres, Yuta lui il tire sa force des gens qui l'entourent justement. Il se bat pour et grâce à ses collègues, sans qui sera encore la loque du début du manga, qui voulait se foutre à l'air pour éviter de faire du mal aux autres avec son genou. Pour aller encore plus loin de leur opposition, Akutami Sensei leur a trouvé une capacité en commun assez intéressante, celle de s'approprier les sorts des autres. Sauf que dans le cas de Yuta, ça passe par la copie, là où pour Sukuna ça passe par le vol pur et simple. Bien que dans les deux cas la finalité soit la même, la différence fondamentale pour le coup elle est assez claire quant à leur personnalité, traduisant pour l'un plus d'estime pour ses ennemis que l'autre qui en a rien à foutre. C'est cette particularité de Yuta, à être à la fois si proche et si différent de Sukuna thématiquement parlant, qui me fait dire que même si on aura eu tendance à penser le contraire avec Itadori et Gojo, c'est bel et bien lui le protagoniste du manga, et pas seulement du tome 0, puisque dans les backstage c'est bel et bien celui qui est fondamentalement opposé à l'antagoniste, et ce même s'il a passé la majorité de l'intrigue dans l'ombre pour le moment. Mais je sais tu vas me dire quoi encore? Et Gojo du coup il va se renculer? Oui il va se renculer. Je comprends qu'on puisse penser que dans ce cas Gojo pourrait aussi bien prétendre à la place de protagoniste selon mon raisonnement, surtout au vu de la place qu'il prend dans le manga, mais pour lui c'est différent. C'est bien simple, son rôle dans l'histoire à Gojo, bien qu'il puisse prêter à confusion, n'est pas du tout le même. Gojo est censé jouer le rôle de rival à Sukuna, mais son plus gros problème aurait été d'être tiraillé par un paradoxe. Mentalement parlant, il est à la fois proche de Sukuna, mais également de Yuta à la fois. Ce qui ne fait aucun sens à première vue étant donné que, comme je l'ai dit, ils sont opposés l'un à l'autre, mais attends tu verras. Tandis que Sukuna a toujours été profondément convaincu d'être le plus fort et de vouloir le rester, Gojo lui il en voulait pas de cette place de numéro 1, ou plutôt il en voulait pas totalement. Ça le dérange pas d'être le plus fort en soi. Ce qui le fait chier c'est la solitude qui s'accompagne par le fait de se tenir au sommet. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo sur Gojo que s'il s'est tourné vers l'enseignement, c'est pas seulement pour l'avenir de l'exorcisme et de l'humanité, mais aussi et surtout on va pas se mentir dans l'espoir de se trouver un mec qui pourrait potentiellement considérer un jour comme son égal. Il pense aux autres mais il pense avant tout à lui-même. Il est plus égoïste qu'il en a l'air, mais contrairement à Sukuna, il rejette le fardeau qui s'accompagne par le fait d'être le plus fort. Sukuna lui s'en bat les couilles d'être tout seul ou d'être incompris par les autres. Pour lui seul compte le fait de se tenir au-dessus. Et c'est là que réside l'une des rares grosses erreurs que Akutami Sensei a fait en termes d'écriture. Mais pour en parler, je vais devoir spoiler ce qui s'est passé dans les 30 derniers chapitres en 2-2. Donc rendez-vous à ce timecode, c'était pas à jour. Fais pas le con, guette pas cette partie. C'est vraiment trop une dinguerie les scans. Donc dans un monde où la finalité, la seule limite pour devenir le plus fort c'est ton mental, ton estime de soi et plus précisément ton égoïsme, tu te doutes bien qu'un gajo comme Gojo qui veut le PS Plus et l'argent de PS Plus va forcément finir par se manger un plafond. Et ce malgré son potentiel sans limite. Cette fameuse faute de Akutami Sensei réside dans le combat Gojo-Sukuna, pour la simple et bonne raison qu'elle constitue une incohérence entre le propos du manga et le déroulé de son histoire. Déjà de base, comme on l'a vu en termes d'écriture et de thématique pure, c'est Sukuna qui en toute logique devrait être le plus fort pour rester cohérent avec le propos du manga. Mais dans ce cas, pourquoi le frérot non seulement il s'est fait baiser sa mère sous son propre... Alors attendez, petite modification de dernière minute. En fait, ce que je voulais dire à la base, c'est que c'est incohérent que Sukuna ait autant galéré face à Gojo, au point de non seulement se faire baiser sa mère sous son propre territoire et ses propres sorts, et d'en plus se rabaisser à utiliser le corps et les sorts d'un autre, ce qui constitue un manque de confiance en ses capacités. Mais en fait, je me suis trompé pour des raisons qu'on peut comprendre juste en réécoutant ce que je disais dans la vidéo jusque-là. Si tu t'intéresses au mode de pensée de Sukuna, tu te rends compte que rien de tout ça ne constitue un manque de confiance pour lui. Il utilise des sorts qui lui appartiennent pas et les considère siens malgré tout pour la simple et bonne raison qu'il juge que c'est le plus fort qui est en droit de faire sa loi et de s'approprier ce que bon lui semble. Alors s'entêter malgré tout à se servir
servir uniquement de son sort et de son corps originel alors qu'il peut faire bien plus, ce ne serait rien d'autre que de la fierté mal placée. Et deuxièmement, si Gojo a passé limite les 3 quarts du combat à le laver sa grand-mère à Sukuna, c'est bien pour démontrer que son potentiel est largement supérieur à celui de Sukuna, et que la seule chose qui l'aura empêché de déployer son plein potentiel et le fumer pour de bon, c'est son état d'esprit comme je l'ai dit plus tôt, faisant ainsi la même erreur que son disciple ironiquement. Par contre, ce qui est vraiment incohérent pour le coup, c'est la conclusion du combat. C'est d'autant plus aberrant que finalement c'est Sukuna qui a gagné ce combat. Ce qui est logique d'ailleurs vu que c'était la seule issue possible comme on l'a vu dans notre analyse. Mais il a surtout gagné de façon forcée genre, grâce à une pirouette scénaristique atroce frère, j'ai jamais vu ça. Qu'on soit bien clair, sur le papier c'était évident que Gojo devait perdre bien sûr. Le problème c'était quoi? L'exécution. Parce qu'en pratique, Akutami Sensei l'a rendu tellement fort Gojo qu'il arrivait même pas à trouver un moyen logique et cohérent de le faire perdre alors que c'est censé être une étape obligatoire de l'histoire aussi bien thématiquement que scénaristiquement. Et donc il a improvisé à la dernière minute pour justifier sa mort, un peu comme un noble Moyen-Âge, et faire avancer son histoire comme il l'avait prévu. Quant aux frérots qui font des théories comme quoi il va revenir, déjà j'avoue que pour une fois la commu manga, leurs théories elles tiennent vraiment la route, en vrai c'est une dinguerie. Surtout en tenant compte des inspirations d'Akutami Sensei sur le bouddhisme. Mais la zone, je crois vous oubliez un truc là. C'est que les flashbacks dans ce manga c'est un arrêt de mort automatique frérot, non négociable. Dans Jijika il y a une règle d'or on dirait, à partir du moment où vers la fin du combat on commence à te faire un flashback ou une mise en scène bizarre sur le collègue ou un truc comme ça veut dire il est foutu le frérot, ça y est. On l'a vu au moins 20 fois ce schéma depuis le vieux dans l'arc Toji. Faut lâcher ça à un moment, c'est bon. C'est Jijika frérot en cas, c'est pas Dragon Ball. En plus franchement j'ai du mal à savoir ce que le retour de Gojo pourrait bien apporter de positif à l'histoire pour le moment, mais bref. Clairement c'est la première fois dans Jujutsu Kaisen que Akutami Sensei perd le contrôle. Dommage parce que le combat lui-même a été exceptionnel pourtant. Un plaisir de le suivre du début à la fin même s'il fallait rester concentré. Vas-y, fin des spoils la zone, ça y est. Et c'est pour ça que je te dis qu'un type comme Gojo qui est assis entre deux chaises, incapable de faire un choix clair contrairement à Yuta et Sukuna, ne pouvait clairement pas être le héros ou le protagoniste de cette histoire. Et ce même s'il est conscient de son erreur. Et voilà. À cette vidéo, j'ai choisi 3 titres possibles. Pourquoi Itadori n'a pas de territoire? Pourquoi Yuta va mourir? Yuta va mourir et Sukuna avait raison. Et si t'es attentif, t'as dû capter qu'il y a encore une question à laquelle j'ai pas répondu encore. Comment le frérot il va mourir? Laisse-moi développer, tu vas comprendre. Comme on l'a vu plus tôt, même si au premier abord Jujutsu Kaisen nous décrit une lutte entre des humains et des genoux, dans le fond il nous décrit un affrontement idéologique entre ceux qui se battent pour rien d'autre que leur propre personne et ceux qui se battent au nom du collectif. L'histoire nous l'a prouvé jusqu'ici, les grands perdants à chaque fois ce sont les bonnes poires qui se battent pour les autres. Ironique pour une histoire japonaise d'ailleurs, mais bon. Notre protagoniste Yuta incarnant ce point de vue altruiste de façon assez radicale quand même, la seule issue logique à cette histoire sont donc 2 extrêmes. Soit, conformément à ce que nous raconte l'histoire jusqu'à maintenant, Yuta avait tort et en paiera le prix de sa vie, soit Yuta parviendra à donner tort à Sukuna, à le tuer et à lui prouver qu'être le plus fort n'exige pas forcément d'écraser les autres. Ce qui pour le moment est mal parti puisque même s'il en a le potentiel, il n'est même pas un peu au niveau de Gojo. Quant à Kenjaku, je sais pas franchement. Bref, ce serait loin d'être une option illogique mais en pratique difficile d'imaginer comment ce serait amené. Cependant, la première option est qui est la mort de Yuta et la victoire de Sukuna est pour le moment l'option la plus probable. Surtout si on tient compte de l'avertissement de Uro. Encore une fois, si tu veux vesquiller les spoil le manga, va à ce timecode. Uro qui contrairement aux apparences n'a pas juste été placé en plein milieu de traque mortelle juste pour avoir une gadget toute nue. Mine de rien, elle a raconté des trucs vraiment pertinents par rapport à Yuta. En plus de nous apprendre des trucs de fada. Même si je te l'accorde, c'est facile de passer à côté. Mais d'abord, posons-nous la bonne question. C'est qui cette gadget en fait? Pour rappel, elle faisait partie des réincarnés qui ont passé un contrat avec Kenjaku de leur vivant. Elle faisait partie d'une troupe d'assassins visant à protéger le clan Fujiwara, dont Yuta est d'après elle issue. Seulement, une fois que les Fujiwara n'avaient plus besoin d'elle, elle se fit fumer sur place direct. Son assassin prétendant qu'elle était responsable de la mort du clan Fujiwara. Or que c'était complètement faux. Après quoi, elle regrettera d'avoir été suffisamment conne pour consacrer sa vie à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement la raison pour laquelle elle déteste Yuta. Non seulement il descend de ses meurtriers, mais en plus avec sa mentalité altruiste, elle voit en lui celle qu'elle était avant, d'où son mépris pour lui. En sachant tout ça, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi Willow mettait en garde Yuta après leur combat, en l'avertissant que s'il continue sur cette voie à se démener pour les autres, un jour il finira forcément par se heurter à une limite qu'il ne pourra pas franchir. Prenons pour exemple comme par hasard Sukuna, celui qui a décimé son bataillon d'origine. En vrai, elle est bien écrite pour une gadget sans boucan avec les gens toutes nues, même si dans la vraie vie elle aurait fini dans une session 28 heures plutôt que dans une analyse YouTube. En fin de compte, étant donné le déroulé du manga jusqu'à maintenant, les 2 options sont possibles en soi, et seraient loin d'être absurdes l'une comme l'autre. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais n'oublions pas que c'est par Yuta que le manga a commencé. Le plus logique serait qu'il se conclue par son évolution jusqu'à tenir tête à son némésis, ce qui serait une très belle façon de finir le manga. Pour le moment néanmoins, c'est Sukuna qui a raison. Et bien que cela puisse sembler rendre le manga déprimant à premier abord, ça véhicule une excellente leçon de vie derrière tout ça. À savoir que quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais t'imaginer échouer pour devenir le meilleur. Et celui qui n'a pas confiance en son potentiel, il est condamné à finir sa vie dans la médiocrité. Quelqu'un qui se respecte doit toujours se donner à 100% sans faire la bêtise de faire des compromis, parce qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Attends la zone, je rajoute cette partie à la toute fin du montage parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé du cas à Itadori Yuji. Parce qu'en effet, si c'est Yuta le protagoniste et que Gojo il peut aller se faire enculer. Alors Yuji c'est quoi? Il peut aller se faire enculer lui aussi? C'est simple, c'est juste le personnage principal, celui à travers qui on découvre l'œuvre. Même si on confond souvent les deux, c'est pas la même chose qu'un protagoniste qui lui s'oppose à l'antagoniste. Genre c'est sa fonction principale. Pour autant, un protagoniste n'est pas obligé d'être le perso principal de l'histoire. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il sert à rien, contrairement à ce que diront les mauvaises langues. Au contraire, même si c'est pas lui le protagoniste, il a tout de même un rôle déterminant à jouer. Étant le seul à être lié de façon particulière
particulière avec Sukuna. Il ne lui est pas opposé de façon aussi radicale que Yuta, mais Yoji a quelque chose que ni Yuta, ni les autres persos du manga ne possèdent à ce point. Et c'est l'empathie. Tu commences peut-être à voir où en venir. En partant de ce postulat, je serais pas du tout surpris que plus tard dans les scans, tu arrives, tu vois Yoji en train de faire blabla no jutsu avec Sukuna. La plus grosse faiblesse de Gojo, comme on l'a vu, c'est son attache humaine à son passé. Mais Sukuna aussi a été humain. Et comme le suggère le passif des clans Zenin et Fujiwara, les familles d'exorcistes sont rarement toutes roses. Il y a fort à parier que si Sukuna en est arrivé là, c'est comme Toji parce qu'il a eu une enfance de merde dans son clan d'origine, l'ayant poussé à adopter son état d'esprit actuel comme moyen de défense et de survie. Yoji étant le perso qui résonne le plus avec les autres au niveau émotionnel, que ce soit envers ses amis ou ses ennemis, quelle que soit leur espèce, ce serait loin d'être illogique que celui qui soit capable de montrer à Sukuna ce que c'est d'aimer là où les autres ont échoué, ce soit Yoji le GOAT. Bref, n'oubliez pas que ce n'est que mon analyse, il est possible que j'ai zappé des trucs importants par-ci par-là, je dis pas. Et de toute façon, d'après une interview, Akutami Sensei a déjà décidé en avance les parties les plus importantes de l'histoire, y compris la fin. Le seul truc qu'il a pas planifié en avance étant le chemin entre chacun de ces moments clés. Tu connais la chanson, comme ils disent les Kenri, laisse-le à la cuisine. Shout out à Hadma Selim et à l'anglais Save the Scene qui m'ont tous les deux inspiré à créer cette vidéo. Bon, c'est ma première vidéo après, donc autant être clair tout de suite. Avant de t'abonner, sache que c'est pas censé être une chaîne JJK, review, théorie ou je sais pas quoi. Sur la JoJo Box, on parle de manga en général. Comme sur mon compte TikTok, cette chaîne étant une extension de mon compte TikTok pour pouvoir traiter de mes sujets plus en profondeur. TikTok a malheureusement une certaine limite à ce niveau-là. Les vidéos de 3 minutes max, ça commence à bien faire. Dans cette vidéo, j'ai parlé de JJK parce que j'avais des trucs à dire dessus, comme tu peux le voir. Mais t'abonnes surtout pas, c'était là que pour du contenu full JJK. Parce que sinon, quand je vais parler d'autre chose que JJK, comme dans 95% du temps, tu vas pas calculer et ça va me niquer mes stats, donc fais pas ça s'il te plaît. Manga de baston, de sport, de romance, de comédie, on parle de tout ici sauf les mangas de gay. C'est cet art japonais en général qui nous intéresse. Si t'es d'accord avec tout ça, c'est avec plaisir que tu peux rejoindre la JoJo Box. En fait, rejoins la JoJo Box s'il te plaît, j'aimerais bien. Pour le rythme, je sais pas trop ça va se passer comment, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Étant donné que j'ai les vidéos TikTok à gérer aussi. Salam.